organisé par la délégation Amérique latine sur le thème du Mexique. Donc le Mexique, de par sa position géographique particulière, situé en Amérique du Nord, mais linguistiquement et culturellement latino-américain, aussi entre le nord et le sud du continent, ce qui a donné lieu par le passé à une traditionnelle neutralité en matière de politique et de diplomatie régionale. Mais le 1er juillet dernier, en 2018, en plein cycle électoral pour l'Amérique latine qui vit plutôt un virage à droite, le Mexique tourne à contre-courant et élit Andrés Manuel López Obrador, donc couramment appelé AMLO, candidat de la gauche progressiste, et qui engendrera un changement général de la politique mexicaine, aussi bien interne que externe, avec ses voisins, que ce soit les États-Unis, l'Amérique du Nord, mais aussi l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, les relations avec le Venezuela et tout ce qui engendre cette élection. Donc, pour répondre et pour discuter de toutes ces questions, je remercie grandement nos deux intervenants du jour, que sont M. Jean-Jacques Kourlianski, qui est chercheur spécialiste de l'Amérique latine à l'Institut des relations internationales et stratégiques et à la Fondation Jean Jaurès, et M. Sergio Avalos, qui est porte-parole de Morena Francia, qui est donc le parti politique d'AMLO, le nouveau président mexicain, et qui prendra la parole en premier lieu pour vraiment nous expliquer les enjeux internes et ce changement de la politique mexicaine opéré par l'élection de ce candidat. Et ensuite, M. Kourlianski nous présentera les nouveaux enjeux diplomatiques du Mexique. Merci beaucoup. Merci. Avant tout, je voudrais remercier les ambassadeurs de la jeunesse, Adrien et Lena. À Morena Francia, on était vraiment très contents quand on a reçu le mail qu'on nous montrait un certain intérêt pour la question politique mexicaine, parce qu'on estime, je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, qu'on en parle vraiment très peu ou pas assez de la situation mexicaine. Je voudrais aussi remercier Jean-Jacques Kourlianski, qui est un ami de longue date et avec qui on a des projets en commun avec la Fondation Jean Jaurès. J'avais prévu un petit PowerPoint, donc je vais essayer de me débrouiller parce qu'il y a des choses que je voudrais vous montrer. J'espère que je vais réussir à être le plus clair possible. Quand Léna m'a envoyé son message pour m'expliquer ce qu'ils attendaient de nous, on a pris ça comme un défi parce que c'est vrai que c'est compliqué d'expliquer en une demi-heure une situation qui est particulièrement complexe. Donc je vais essayer de partir non pas du Mexique préhispanique, mais disons de la naissance de ce qui est connu comme les antécédents du Parti révolutionnaire institutionnel au Mexique. Je sais, c'est oxymoronique et contradictoire, mais il s'appelle comme ça. En fait, l'antécédent, c'est en 1929, est né en tant que Parti national révolutionnaire. Et en 1938, il s'est appelé Parti de la Révolution mexicaine, et ce n'est qu'en 1946 qu'il a commencé à s'appeler Parti révolutionnaire institutionnel. Donc tous ces changements ont une raison d'être, mais l'historien Lorenzo Meyer a l'habitude de dire que le PRI était un parti sans idéologie propre. Et jusqu'à un certain point, je suis d'accord avec lui, et je vous explique pourquoi. Par exemple, ici le personnage, la photo à droite, c'est le général Lázaro Cárdenas. C'est grosso modo le dernier président qu'on a eu
on peut considérer de gauche, 1934-1940. Le président qui est venu après a mené une politique considérée plutôt à droite. Et donc le parti s'adaptait. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que le parti reprenait, si vous voulez, l'idéologie ou le projet du président en tour. Et une chose qui est aussi intéressante, c'est que, en fait, il y avait l'habitude de dire que c'était le président sortant qui désignait qui allait être le candidat, le prochain candidat à la présidence. Et donc, à l'époque, dire candidat, c'était dire le président, parce que c'était un système de parti presque unique, enfin, plutôt parti hégémonique. Il y avait d'autres petits partis qui servaient plutôt à faire semblant d'avoir une démocratie formelle. Par contre, d'après nous, à partir de 1982, s'installe au Mexique une vraie idéologie chez le PRI, bon, petit à petit, mais là commence à avoir une vraie idéologie qui vont garder jusqu'à maintenant d'ailleurs. Et curieusement, c'est pas uniquement une idéologie au PRI, mais à partir de 82, on peut tracer la naissance de vraiment la période néolibérale où il va y avoir les mêmes projets économiques et politiques, que ce soit chez le PRI que chez le Parti d'Action Nationale, qui était un parti traditionnellement un parti de droite. Donc 82 dans le PRI, ensuite en 2000 ils passent la main au Parti Action Nationale. 2006 c'est encore le Parti Action Nationale, et 2012 le Parti Action Nationale perd les élections et c'est le retour du Parti révolutionnaire institutionnel. Ils disent que c'est un nouveau prix. Bon, c'est ce qu'ils disent. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que c'est toujours le même prix de 82. Donc c'est le moment où arrivent les néolibéraux au pouvoir. Donc ce qui est important, c'est aussi connaître comment marchait ce système. Et bon, j'ai choisi de vous conseiller un roman plutôt qu'un traité de sciences politiques pour comprendre. Et d'ailleurs, c'est un roman qui est paru en Argentine en 1971. C'est un roman sur le massacre des étudiants sur la place des Trois Cultures à Tlatelolco en 68. Ça s'appelle El Gran Solitario de Palacio. Malheureusement, je crois qu'il n'a pas encore été traduit en français. Le Grand Solitaire de Palais de René Avilés Fabila. Et, mis à part le sujet principal, qui est le massacre des étudiants en 68, il y a un passage, à mon avis, très important et très clair, où il raconte que, en fait, chaque président de la République, une fois qu'il avait donné son dernier discours au bout de 6 ans, parce qu'au Mexique, on ne peut pas se représenter, en tout cas à l'époque pour la présidence. Donc, une fois qu'il avait donné son discours de fin de mandat, il allait directement à l'hôpital pour subir une chirurgie plastique. Et dans la décision qu'allaient suivre les chirurgiens plastiques pour changer le visage du président, participaient ceux qui avaient vraiment le pouvoir. Et donc il dit, c'est l'Église, les banques, l'ambassade américaine, etc. Et donc à la fin de la chirurgie, de l'hôpital sortait un candidat tout neuf, prêt à partir en campagne pour gagner une nouvelle élection. Donc tous les 6 ans, on avait
une nouvelle personne, mais en fait c'était la même. Donc je pense que ça explique beaucoup en tout cas comment les Mexicains ressentaient ce système qui était formellement une démocratie. Et d'ailleurs, c'était pas vraiment remis en question à l'étranger. À un moment en plus où partout en Amérique latine il y avait des dictatures, au Mexique il y avait des élections régulièrement. Et c'était très pervers et paradoxal parce que le Mexique, par exemple, à un moment donné, recevait des réfugiés qui échappaient à la dictature chilienne ou aux dictatures du camp sud, et en même temps, il massacrait les opposants, il massacrait littéralement les opposants au régime, avec exactement les mêmes méthodes. Il les jetait à la mer des hélicoptères, il était fusillé, etc. En même temps, il soutenait la future révolution cubaine et il y avait une répression contre le Parti communiste mexicain. Un autre roman, celui-là, à mon avis, il a été traduit en français, de Jorge Ibargüengoitia. Ça s'appelle Du crime. Et rien que le début, la première phrase du roman, c'est publié en 1979, c'est l'histoire que je vais vous raconter commence une nuit lorsque la police a violé la Constitution. Mais ça, ça a été le quotidien, et c'est malheureusement parfois encore le quotidien de beaucoup de Mexicains, une police et une armée qui violent systématiquement la Constitution. Donc, ce système, pour les Mexicains le connaissent comme le dinosaure, el dinosaurio. Et curieusement, il y a un récit, une micro-nouvelle du guatémaltèque Augusto Monterroso, qui est considéré comme le récit le plus court jamais écrit en langue espagnole, en tout cas jusqu'en 2005. Et le récit est le suivant. Quand il se réveilla, le dinosaure était encore là. Et cette phrase, curieusement, on se la répétait, les Mexicains, on se la répétait tous les 6 ans, au lendemain des élections, parce que le PRI avait encore gagné, ou parce que les partenaires du PRI avaient encore gagné. Donc, au lendemain des élections, ou le soir même, s'ils annonçaient les résultats, je disais, bah, mince, le dinosaure est encore là. Donc, c'est une micro-nouvelle très connue parmi les Mexicains. Et je quitte un peu la question du système et je passe à la naissance de López Obrador en tant qu'opposant politique. Paradoxalement, comme beaucoup de choses au Mexique, il se construit politiquement à l'intérieur du Parti révolutionnaire institutionnel. Sauf que, en fait, il arrive au parti à un moment où il y avait des difficultés dans le parti et ils invitent des candidats extérieurs. Et l'un des candidats extérieurs au Sénat qu'ils ont invité, c'est l'un des plus grands poètes du Mexique et de l'Amérique latine, que je vous conseille aussi de lire, Carlos Pellicer, c'est l'homme chauve à droite. Et Carlos Pellicer, qui est un grand poète du Tabasco, a croisé López Obrador à la maison des étudiants du Tabasco à la ville de Mexico. À l'époque, López Obrador faisait ses études de sciences politiques à l'Université nationale. Ils deviennent amis parce qu'ils partageaient un certain nombre de points communs, notamment l'intérêt pour les civilisations précolombiennes, la situation des indigènes et des pauvres, etc. Et donc, Andrés Manuel arrive au PRI par la voie de Carlos Pellicer, parce que Carlos Pellicer, qui est candidat extérieur du PRI au Sénat, l'invite dans sa campagne politique. En 1977, il devient responsable délégué de l'Institut national indigéniste dans le Tabasco. Et je pense que l'image est importante, parce que
c'est toujours le personnage qu'on voit là marcher pieds nus en compagnie de paysans en 77. 77, on peut dire que plus ou moins le même personnage qui est aujourd'hui à la présidence de la République et à qui on reproche d'avoir les chaussures sales parce qu'il a marché justement à côté des paysans. Donc en 83, en un moment où il était le responsable politique du PRI au Tabasco et où il voulait vraiment rendre démocratique le parti, on lui bloque le passage, on lui dit bon, la démocratie c'est pas vraiment ce qu'on veut appliquer au Tabasco. J'étais au Tabasco et donc il démissionne du parti. À ce moment-là, il y a, je reviens aux dates que je donnais au début, 82, 83, l'arrivée du néolibéralisme. Donc il y a des scissions au sein du PRI parce que même si c'était pas un parti, si c'était un parti sans idéologie ou s'ils adoptent un peu l'idéologie néolibérale à partir des années 82, ben, il y a quand même des courants. Et dans les années 80, ils commencent justement, avec l'arrivée des groupes néolibéraux, commencent à avoir des dissidences. Et c'est une dissidence du PRI qui réussit en plus à inviter les autres partis, d'autres partis de gauche du pays. Ils vont créer en 88 ce qu'on a appelé à l'époque le Front démocratique national pour présenter comme candidat à la présidence Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas qui est le fils du général Cárdenas, la photo que je vous ai montrée au début, et qui est resté, disons, l'aile vraiment de gauche du PRI. Donc il y a cette dissidence et il se présente à la présidence. Au Mexique, une grande partie de la population est convaincue que Cárdenas a gagné les élections en 88, mais que la fraude, encore une fois, a opéré pour qu'arrive au pouvoir Carlos Salinas de Gortari, qui est vraiment l'icône du néolibéralisme au Mexique. Donc, après le Front démocratique national, devient un parti politique, le Parti de la Révolution démocratique. Je suis désolé, il y a trop de révolutions peut-être dans ce nom, mais bon, ils ont choisi de s'appeler comme ça. Donc, un peu plus tard, bon, je raccourcis, un peu plus tard, Andrés Manuel López Obrador, qui participe à la fondation du Parti de la Révolution démocratique, donc un nouveau parti de gauche, se présente aussi comme candidat à gouverneur de son État à 2 reprises, et plus tard, en 2000, il se présente en tant que candidat, il gagne en tant que candidat à la mairie de la ville de Mexico, ce qui n'est pas anodin, étant donné que c'est la ville la plus grande du pays et l'une des plus grandes du monde, où il y a le plus d'électeurs. Et c'est un petit pays, la ville de Mexico. C'est une ville hyper complexe et très difficile à gouverner. Donc, 2000, il gagne la ville de Mexico et en fait, il se présente en 2006 à la présidence de la République. On a tout essayé pour l'empêcher de se présenter. C'était déjà le gouvernement du Parti d'Action Nationale. Ils n'ont pas réussi et a priori, selon l'Institut National Électoral, il perd les élections à 0,58%. Et ils n'ont jamais voulu, malgré toutes les manifs qu'on a fait, en plus avec Itzel et d'autres camarades, ils n'ont jamais voulu céder
aux exigences qu'on compte de nouveau. Le slogan c'était voto por voto, casilla por casilla. Voix bulletin par bulletin, bureau de vote par bureau de vote. Mais ils n'ont jamais voulu parce qu'ils savaient qu'ils avaient perdu. Donc en 2012, même scénario. Donc on perd de nouveau les élections, protestations et tout, rien n'a marché. Mais 2006 et 2012, quel a été, comment ils ont fait pour gagner? Bon, achat de voix, parfois on me demande comment ça se fait. Tout simplement, on donne de l'argent aux personnes pour que je vote. Monsieur Dassault en France, il connaît un peu la méthode, mais je peux vous dire qu'au Mexique, c'est beaucoup plus sophistiqué. Donc il y a l'achat de voix, il y a des manipulations au niveau informatique, il y a carrément des mémoires et des thèses écrites sur les méthodes de fraude au Mexique. Mais à partir de 2006, en plus, il y a une campagne médiatique terrible pour montrer que Andrés Manuel López Obrador, c'est un danger pour le Mexique. Et voici, pour ceux qui... Este es el segundo piso de la Ciudad de México. ¿Cómo pagó López Obrador por él? Se endeudó. Las pensiones se endeudó. Triplicó la deuda del DF. Si llega a presidente, nos va a endeudar más y tendrá una crisis económica, devaluación, desempleo. Estos son los grandes planes de López Obrador. Un peligro para México. Voilà. Et ça passait à la télé, ad nauseam. Avec en plus l'accord de l'Institut national électoral qui ne trouvait rien à reprocher à cette publicité. Donc pour ceux qui ne parlent pas espagnol, ils disent il va nous endetter, il a été un mauvais gouvernement de la ville de Mexico, s'il gagne c'est en danger pour le Mexique, il va détruire le Mexique. Au fil du temps, au fil du temps, c'est aussi une recette qu'ils ont utilisée en 2012 et en 2018, avec aussi l'épouvantail du castrochavisme. Donc le danger pour le Mexique, après c'est devenu Chavez, ça va devenir le Venezuela. Donc 2006-2012, ils utilisent ça. Depuis 2011, je ne sais pas, je suis un peu perdu au niveau du temps. Ça va? Entre 15 et 20 minutes. D'accord. Donc, à partir de 2011, Andrés Manuel se rend compte qu'il y a un rapprochement idéologique entre un courant de son parti et les gens dans le PRI et dans le PRD carrément. Donc il se rend compte que les choses sont en train de bouger. Le PRD, après avoir été un parti de gauche, commence à se rapprocher plutôt du centre, voire de la droite. Donc le 2 octobre, Andrés Manuel c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire et qui est beaucoup dans la symbolique. Donc le 2 octobre, date du massacre des étudiants en 70, le 2 octobre 2011, il crée l'association Mouvement Politique, tout simplement l'association, l'équivalent d'une association en 1911, Mouvement de Régénération Nationale. Ce n'est qu'après les élections de 2012, le 20 novembre, date de commémoration de la révolution mexicaine, le 20 novembre 2012, Morena décide par vote majoritaire en assemblée de devenir parti politique. Et ce n'est que le 9 juillet 2014 qu'ils ont eu le document de reconnaissance en tant que parti politique national. Donc vous voyez, c'est relativement récent.
Mais déjà en 2015, donc aux premières élections où Morena participe en tant que parti politique, ils ont eu des résultats vraiment intéressants et on est devenu la quatrième, le quatrième parti le plus important du pays. Donc au bout d'un an, quasiment. Je vous disais, l'épouvantail du castrochavisme, ça c'est aussi une campagne, ils ont peint de bus en faisant à l'époque on parlait pas de fake news, mais c'est absolument ça. C'était pour annoncer un film qui n'a jamais été tourné. Voilà, c'est pour annoncer un documentaire. On ne sait toujours pas si le documentaire a été fait ou pas. Mais en tout cas, quelqu'un, on sait aujourd'hui, on commence à savoir aujourd'hui qui a payé pour ça et qui était derrière tout ça. Donc, c'était les bus, notamment à Mexico, étaient peints comme ça pour dire il va y avoir ce documentaire sur Netflix, je sais pas où. Évidemment, bon, il y a Andrés Manuel, Chavez, Perón et Lula, donc, la totale quoi. Et évidemment, là, en plus en 2018, ça a marché, je pense, au moins partiellement en 2006, et ça a marché beaucoup moins en 2012. 2018, ça n'a pas marché du tout. Mais ils ont. La dernière, c'était vraiment. En fait, c'est Poutine qui finance Morena. Et donc, il tournait tout ça en dérision à la fin. Et donc, il y a une vidéo où il se filme à côté de la mer à Veracruz, où il dit voilà, je suis là, maintenant je m'appelle Andrés Manuelovitch et je suis en train d'attendre un sous-marin russe qui va m'amener l'or de Moscou. Et donc, des gens à Veracruz avaient fait une contre-pub où disaient les Russes de Tuxtla Chico c'est un coin de Veracruz. Les Russes de Tuxtla Chico avec Andrés Manuelovitch Morena. Donc ça aussi, sociologiquement, c'est très intéressant, la réponse du peuple. Parce qu'il y a eu une réponse avec des chansons, énormément de mèmes. Les réseaux sociaux, c'était une explosion de créativité. Donc très vite, en fait, là on peut voir, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais la ligne rouge, donc c'est la gauche, donc la bleue c'est la droite, la noire c'est la participation. Donc en 94, c'est le point où la gauche est peut-être au plus bas. Il faut rappeler que c'est le moment au Mexique aussi où il y a eu l'assassinat du candidat du PRI à la présidence, où il y a eu la signature et l'entrée en vigueur des accords de libre-échange d'Amérique du Nord, ALENA, et le soulèvement zapatiste. Donc, mais après ça, on arrive à un point où, en 2018, Andrés Manuel a été le candidat le plus voté dans l'histoire du Mexique. Là, on peut voir aussi un peu l'évolution. Donc là, la zone où il n'a pas gagné, c'est vraiment une zone assez conservatrice du centre du un seul État, je prends de un seul État, oui. Donc, voilà. Et donc, vous avez peut-être entendu parler du cratère de Chicxulub. C'est un météorite qui est tombé au Mexique et qui expliquerait la disparition des dinosaures. Le 1er juillet, c'était pas un météorite, mais ils l'ont vécu comme un tsunami, parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout. Ils savaient qu'il allait gagner. D'ailleurs, nous-mêmes, nous savions qu'on allait gagner. Mais je ne sais pas comment on l'a vécu, Jim, toi tu étais là aussi, peut-être au veille, et Jean-Jacques. Mais moi, j'ai eu la chance d'y aller.
Et même la veille des élections, on savait qu'on allait gagner, mais on ne savait pas si le nombre de voix allait être suffisant pour qu'il n'y ait pas de contestation. C'était ça le but, c'était ça le défi. Et on a été rassuré que le jour même de l'élection, à 20h du soir, quand le candidat du PRI est passé à la télé pour dire je reconnais qu'on a perdu et de loin. Et là, on a commencé à parler de tsunami parce qu'on a gagné la présidence de la République et donc la majorité à l'Assemblée nationale et à la Chambre des députés et aussi un certain nombre de congrès locaux, 6 gouverneurs sur 9, qui était un jeu à ce moment-là. Et donc c'était vraiment vécu comme un tsunami. Mais malheureusement, le dinosaure est toujours là. Pourquoi le dinosaure est toujours là? Parce qu'il ne suffit pas de changer le président de la République, il ne suffit pas de changer, d'introduire de nouveaux partis. Notamment au niveau des États de la fédération, les structures sont les mêmes. Les organismes autonomes, là il y a un grand débat, les organismes autonomes constitutionnels sont contrôlés par des gens qui pensent de manière contraire, qui s'opposent à Manuel López Obrador. Il y a une partie du dinosaure, disons, et aussi dans les médias. On reviendra, si vous voulez, sur comment ils essaient de court-circuiter. Donc il y a une certaine réticence au changement, il y a des pressions des entreprises nationales et étrangères, il y a des pressions de la part des gouvernements étrangers, des organismes comme l'OCDE, voire des sociétés de notation financière. Donc les défis, très rapidement, Andrés Manuel dit que, en fait, faire bouger le Mexique, 5 minutes, oui. Faire bouger le Mexique, c'est faire bouger un éléphant. Parce que vous imaginez, c'est un pays qui n'avait pas changé depuis je ne sais pas combien de décennies. Donc là, on a trafic de drogue, personnes, kidnapping. On a plus de morts au Mexique que par certains jours dans de véritables zones de guerre. La corruption, les inégalités, créer un équilibre entre croissance et protection de l'environnement. On en reviendra si vous voulez pendant les questions. Pacifier le pays, la lutte contre la drogue, etc. Donc pourquoi on parle très vite, pourquoi on parle d'une quatrième transformation? Pour les Mexicains, la première transformation c'était l'indépendance en 1810. La deuxième transformation c'était la lutte dite de réforme, c'est-à-dire la séparation de l'Église et de l'État en 1859. La troisième transformation, c'était la Révolution en 1910. Et donc, de notre point de vue, la quatrième transformation, le post-néolibéralisme, avec la séparation du pouvoir politique et du pouvoir économique, démarre en 2018. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis l'arrivée du président? Bon, très rapidement, augmentation du salaire minimum, couverture sociale pour les travailleuses domestiques, réduction des salaires de hauts fonctionnaires, référendum révocatoire. Peut-être que ça parle à quelques-uns. Lutte contre la corruption, les vols de carburant, réforme éducative, réforme du travail, bourse pour les étudiants, etc. Voilà, donc je m'arrête là pour tout simplement pour en finir. Je termine aussi avec une micro-nouvelle. À partir de 2005, la micro-nouvelle la plus courte en langue espagnole. C'est dans le mexicain Luis Felipe Lomelí et c'est oubliez-vous quelque chose? Pour vous que oui, pour vous que le dinosaure disparaisse pour de bon et que l'on puisse bientôt vivre en paix avec justice et dignité au Mexique. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole pour les enjeux régionaux et
Merci à vous, merci à votre association que je ne connaissais pas, que je ne connais pas très bien d'ailleurs, parce que les explications ont été très brèves. J'aimerais bien qu'à la fin de la réunion, vous m'expliquiez un peu votre histoire, l'histoire de l'association, pour que je sache exactement à qui je me suis adressé aujourd'hui. Alors, je remercie Sergio Avalos, avec lequel d'ailleurs nous avons un projet auquel vous êtes tous invités le 28 mai prochain à la Fondation Jean Jaurès, qui concerne d'ailleurs la politique extérieure du Mexique à l'époque du PRI. Il s'agit d'un documentaire sur le consul, de celui qui était consul du Mexique à Marseille, Roberto Bosques, qui a délivré 10 000 passeports qui ont permis, entre 1940 et 1943, à des milliers de républicains espagnols, d'antifascistes italiens, de juifs, d'Allemands antifascistes, de Français également, résistants, d'avoir un passeport mexicain et d'échapper à la répression. Il a fini sur les bords du lac de Constance, emprisonné par les Allemands, avec un certain nombre de diplomates latino-américains qui à l'époque étaient en France. Et il nous a semblé intéressant, grâce à un documentaire que nous a aimablement prêté Sergio, d'ouvrir un débat sur justement le rôle des diplomates dans des situations de crise. Est-ce qu'ils sont placés face à une alternative, parfois être contraints d'obéir à des directives extrêmement prudentes, à des conseils de prudence de leur gouvernement, et leur conscience qui les pousserait plutôt à se montrer généreux et à accueillir des personnes pourchassées pour leurs opinions politiques. Donc 28 mai, Fondation Jean Jaurès, vous êtes tous cordialement invités. Donc j'aborderai moi le sujet, non pas chronologiquement, mais il m'a paru intéressant d'avoir une réflexion sur la politique extérieure d'Andrés Manuel López Obrador et de son gouvernement de Morena, mais aussi d'essayer de réfléchir sur une alternance politique. Est-ce qu'une alternance en politique intérieure a une traduction en politique extérieure, hein, bon. Le débat a été posé plusieurs fois en France. On a parlé pendant plusieurs années d'une sorte de bloc de continuité depuis le général de Gaulle jusqu'à Mitterrand. Donc on a parlé de gaulo-mitterrandisme dans la diplomatie française. Le problème s'est posé également en Espagne, lorsque vis-à-vis de l'Amérique latine, je m'adresse à notre ami espagnol ici, quand en 1996 il y a eu une alternance vers la droite en Espagne, il y a eu immédiatement un changement de politique à l'égard de l'Amérique latine et en particulier de Cuba. Donc on peut avoir des réponses assez flexibles, soit dans un sens, soit dans l'autre. Alors effectivement, il y a eu alternance au Mexique, donc le 1er juillet de l'année dernière, avec un décalage prise de pouvoir le 1er décembre, donc ça ne fait pas beaucoup de temps, mais l'alternance est claire. Il n'y avait jamais eu de président qu'on peut qualifier de président de gauche au Mexique, puisque ça a été expliqué tout à l'heure, le PRI a été au pouvoir de 1929 à 2000, et de 2000 à 2012, ça a été le parti de droite démocrate chrétien, le PAN, et le PRI est revenu au pouvoir de 2012 donc à 2018. Là, on a une alternance. Andrés Manuel López Obrador, du Morena, son ministre des Affaires étrangères, qui a été maire de Mexico et qui par ailleurs est d'origine française, Marcelo Ebrard Casobon. Il faut également citer un personnage qui est important dans la définition de la politique étrangère mexicaine, le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, Héctor Vasconcelos, qui a été le responsable de Andrés Manuel López Obrador en matière de politique extérieure pendant sa campagne électorale. Donc c'est clair, PAN, PRI, Morena, alternance. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la politique extérieure, en principe, les principes sont les mêmes pour tous les pays du monde. Il s'agit de défendre les intérêts du pays, quel qu'il soit, l'identité, l'intégrité, la sécurité. Vous trouverez ce genre de définition dans tous les manuels de relations internationales.
vous trouverez également, en ce qui concerne le Mexique, lorsqu'on relit, comme je l'ai fait, des discours des secrétaires aux relations extérieures, ce n'est pas un ministre des Affaires étrangères qui est au Mexique, mais un secrétaire aux relations extérieures, on trouve le même genre de définition avec une certaine flexibilité. Je vais vous lire par exemple ce que disait la secrétaire aux relations extérieures du président Peña Nieto, le président qui a terminé son mandat en 2018. C'était une dame, Madame Claudia Ruiz Massieu, qui disait la politique extérieure du Mexique repose sur des principes. Donc ça veut dire principe éternel, même principe. Cela dit, les principes ont une fonction d'orientation générale qui reste ouverte. Donc là, on est dans tout à fait le contraire de la première partie de sa phrase. Donc je vais essayer de réfléchir avec vous pour voir, au fond, est-ce que la politique étrangère, dans le peu de temps qui nous est donné d'examiner, puisque ça fait même pas 5 mois qu'Andrés Manuel López Obrador est au pouvoir, voir exactement si la politique étrangère qu'il applique est une politique en rupture avec la précédente, ou s'il y a des adaptations, et pour terminer, voir quels seraient les principes qui seraient des principes plus ou moins permanents de la politique étrangère du Mexique, quel que soit le président. Alors le premier point, c'est qu'est-ce qu'a fait Andrés Manuel López Obrador depuis le 1er janvier. Il y a effectivement, donc ça sera le premier point, des changements assez nets, alors que je vais essayer de mettre en balance avec ce qui se faisait avant, sur notamment, c'est un point important, mais je vais m'en justifier, la défense des droits de l'homme à l'international repose sur l'exemplarité intérieure. Donc ça, c'est un élément sur lequel il a beaucoup insisté pendant sa campagne et après le 1er janvier. Le deuxième point, c'est la mobilisation pour créer un consensus national dans le contexte de ces 4 révolutions mexicaines. Donc on est dans la 4e, donc là une valorisation d'un certain nombre de héros historiques qui ont défendu la souveraineté mexicaine. Et le point alors le plus concret en matière de politique extérieure, c'est la défense du multilatéralisme. Donc la politique étrangère doit reposer sur le dialogue, le compromis, la négociation avec les partenaires étrangers sur un pied d'égalité. Donc la défense des droits de l'homme, donc c'est une question qui lui a été posée à plusieurs reprises, à laquelle il a toujours répondu. Quand on m'interpelle sur la défense des droits de l'homme à l'international, je dis oui, mais il faut commencer par faire le ménage chez soi. Il faut que le Mexique soit exemplaire afin de pouvoir avoir une crédibilité, avoir un discours qui est reçu à l'extérieur et ne pas se trouver, comme Sergio l'a dit tout à l'heure, dans la situation du PRI qui réprimait à l'intérieur et qui accueillait Madame Isabel Allende, les réfugiés chiliens, ou le gouvernement républicain espagnol en exil. Donc il y avait 2 poids, 2 mesures. Donc il a pris effectivement un certain nombre de mesures extrêmement importantes, donc l'ouverture des dossiers de la police politique, la lutte contre la corruption, en particulier la corruption pétrolière qui est assez spectaculaire, l'accueil le 18 janvier, les portes ouvertes aux migrants venant d'Amérique centrale, et l'ouverture d'une commission d'enquête de la vérité sur la mort ou la disparition, on ne sait toujours pas qu'est-ce qui s'est exactement passé, des étudiants d'Ayotzinapa et Iguala, dont on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, qui ont disparu le 26 septembre 2014. Donc ça, c'est des mesures qu'il a prises à l'intérieur, mais qu'il a fait immédiatement valider par des organisations internationales. Il a signé un accord avec la haut-commissaire des droits de l'homme des Nations Unies, Michelle Bachelet, sur l'affaire des disparus des étudiants d'Iguala
Ayotzinapa le 8 avril dernier. Donc il y a cette articulation intérieure-extérieure validée par les Nations Unies. Il a passé également un accord avec les Nations Unies pour le développement du sud du Mexique. En ce qui concerne, donc là je vais l'évoquer un peu plus brièvement, donc les héros de la souveraineté mexicaine, donc il a dans ses discours systématiquement cité le curé Miguel Hidalgo, celui qui a poussé le cri de l'indépendance, Benito Juárez, qui a effectivement fait la séparation de l'Église et de l'État, mais qui a été aussi le héros de la défense du Mexique, de la souveraineté mexicaine face à l'invasion française, à la fin sous le Second Empire français, puis donc les héros de la Révolution mexicaine, donc Francisco Madero, mais aussi cette année en particulier Emiliano Zapata, donc c'est le centenaire de l'assassinat. Donc l'année 2019 est consacrée à rappeler la mémoire de celui qu'il appelle le caudillo, qui est dans l'événement, le caudillo du Sud. Et dans ses discours également, très souvent, donc Lázaro Cárdenas, qui a défendu la souveraineté pétrolière du Mexique. On ne trouve pas dans ses discours, c'est assez intéressant, de référence, donc, sauf une que j'ai trouvée dans un discours qu'il a fait pendant sa campagne à Laredo, paradoxalement, donc ville frontalière texane avec le nord du Mexique, face à Nuevo Laredo, une référence à Martí. Mais il n'y a pas de référence dans ses discours à de grands personnages de l'histoire de la libération sociale, des indépendances latino-américaines, ou de grandes figures de la gauche ou de l'extrême gauche européenne ou mondiale. Ce sont toujours des références qui sont des références nationales, donc de défense des personnages qui ont défendu les consensus mexicains, le renforcement des consensus mexicains et la défense de la souveraineté nationale. C'est intéressant parce que c'est ce qui lui a permis d'ailleurs, quelque part, de valider le fait que les accusations de castrochavisme ou je ne sais trop quoi ne reposaient sur rien, puisqu'effectivement, dans sa campagne électorale ou auparavant, il n'a jamais été au Venezuela, il n'a jamais rencontré Hugo Chavez, il n'a jamais rencontré Nicolás Maduro. Je crois que pendant sa campagne électorale, il a fait un seul voyage. L'essentiel de ces voyages, en fait, a été consacré aux Mexicains vivant aux États-Unis, qu'il a visité à plusieurs reprises, et il a ratissé le territoire des États-Unis. Donc ça se rapproche de cette idée de recoller les morceaux avec tous les Mexicains, y compris ceux qui sont à l'extérieur, et comme à 90% en plus ils sont aux États-Unis, c'est là qu'il est allé de façon préférentielle. Il a fait un seul voyage en Amérique latine. Il a rencontré Michelle Bachelet au Chili et Lénine Moreno en Équateur. Mais c'est vraiment une brève fenêtre qui n'enlève rien à ce que je viens de vous dire sur le centrage de son discours sur le Mexique et les héros de l'histoire et de la souveraineté mexicaine. Et enfin, le troisième point important dans ces orientations en matière de politique étrangère, c'est la défense systématique du multilatéralisme, du rappel de l'égalité des États en droit, et donc de la nécessité, face à quelque crise que ce soit, de passer par la voie du dialogue et du compromis négocié. Donc il a multiplié, j'ai regardé, c'est assez spectaculaire, le site du secrétariat aux relations extérieures, il y a une quantité d'accords qui ont été signés avec, par exemple, l'UNESCO. Il y a eu, par exemple, une initiative, la plus récente, que j'ai découverte, une initiative prise avec la Turquie, j'y reviendrai après, pour que le 15 avril soit considéré par l'UNESCO et donc par la communauté internationale comme un jour mondial dédié à la création artistique. Mais on trouve comme ça une multiplication d'initiatives qui ont été prises par la diplomatie mexicaine en direction
d'une institution, l'UNESCO, qui a été quittée parallèlement par les États-Unis. Donc il n'y a pas, je dirais, de critique directe, mais il y a des gestes qui signalent que l'UNESCO, pour le Mexique, est une institution multilatérale extrêmement importante avec laquelle il convient de travailler. Il a également, ça a été peut-être le premier acte premier acte international qui reflète cet attachement au multilatéralisme. Dès sa prise de fonction le 1er décembre, il a signé un projet de coopération avec ce qu'on appelle les pays du Triangle du Nord en Amérique centrale, donc le Guatemala, le Honduras et le Salvador, en y associant, encore une fois, un organisme qui dépend des Nations Unies, la CEPAL, la Commission économique des Nations Unies pour l'Amérique latine et la Caraïbe. Donc c'est un projet, le projet s'appelle PDI, c'est un projet de développement intégral, c'est le jargon, tous les accords internationaux ont comme ça se définissent de façon assez jargonique. Et en fait, de quoi s'agit-il ? Il y a un grave problème depuis plusieurs années, qui est celui des migrations centra-américaines à travers le Mexique et qui vont s'échouer sur la frontière des États-Unis. Donc plusieurs problèmes sont posés au Mexique. On parle beaucoup du problème du Nord, donc avec ces migrants qui sont bloqués à la frontière mexicaine et des États-Unis. Et on parle moins des raisons qui font que tous ces migrants, pour des raisons de sous-développement économique, pour des raisons liées à la violence, notamment au Honduras, qui a c'est peut-être si on rapporte les taux d'homicide au nombre d'habitants, c'est peut-être l'un des pays les plus affectés dans le monde, avec des migrations qui touchent non seulement des adultes, mais aussi des enfants qui sont lancés sur les routes par leurs parents, par désespoir. Donc Andrés Manuel López Obrador a considéré, il l'a dit d'ailleurs dans plusieurs de ses discours qu'il a prononcés aux États-Unis, qu'on ne migre pas par plaisir et que si on est poussé à l'immigration, c'est parce que là où l'on vit, là où l'on est, les choses ne vont pas très bien du point de vue de la sécurité, du point de vue du niveau de vie. Et donc il faut faire quelque chose, et ce quelque chose, c'est ce plan qu'il a lancé, le plan de développement intégral, en coopération avec donc les 3 pays les plus concernés d'Amérique centrale et en y associant les Nations Unies. Dans la foulée, pour donner un contenu concret et signaler qu'il y a une véritable volonté politique, tous les ambassadeurs du Mexique en Amérique centrale ont été renouvelés et il a désigné, donc j'ai vérifié ça sur le site du secrétariat aux relations extérieures du Mexique, il a désigné des ambassadeurs politiques, donc qui soient vraiment dans la ligne de ce qu'il veut faire. La dernière des propositions concernant ce projet, Belize, qui est un pays frontalier avec le Guatemala, pourrait être intégré à cet accord du Triangle du Nord, et il y a eu des visites également des présidents du Guatemala et du Salvador à Mexico. Ensuite, donc, les États-Unis. Donc, effectivement, c'est un problème extrêmement difficile. Ça a toujours été un problème difficile dans l'histoire du Mexique. Ça l'est peut-être beaucoup plus aujourd'hui que ça ne l'était aujourd'hui, depuis l'élection de Donald Trump en 2016, beaucoup plus que ça ne l'était à l'époque d'Obama, qui avait fait un certain nombre de gestes en direction du Mexique, ce qui n'est évidemment pas le cas du président Trump, qui a une politique, qui est un homme politique et qui a une culture d'homme d'affaires assez brutale et qui considère qu'en matière internationale, on peut régler les choses comme à la bourse, sur le marché, avec une pratique où le plus fort doit en théorie l'emporter. Donc deux stratégies possibles, une réponse du tac au tac, une réponse brutale à laquelle le Mexique ne pourrait pas
ne serait pas gagnant. Donc le choix qui a été fait par Andrés Manuel López Obrador, c'est de pratiquer une espèce de stratégie de l'édredon, de laisser Trump vociférer de l'autre côté du mur, de ne pas répondre, et comme il est en permanence dans un besoin de conflit et d'adversaire, paradoxalement, ou peut-être comme le souhaitait Andrés Manuel López Obrador, le débat sur le mur vise moins aujourd'hui le Mexique que le Parti démocrate. Donc le débat sur la frontière s'est déplacé curieusement de l'hostilité envers le président mexicain, envers les Mexicains, s'est déplacé vers une agressivité à l'égard du Parti démocrate. Et cette politique lui a permis d'avoir un certain nombre de résultats assez surprenants. La renégociation du traité ALENA, qui avait commencé à la demande du président Trump dans une perspective de rupture, à l'époque donc du président mexicain Peña Nieto, du PRI. La négociation s'est terminée positivement avant la prise de fonction d'Andrés Manuel López Obrador, mais elle doit beaucoup à la coparticipation aux négociations de personnes qui ont été désignées et qui ont participé, qui ont été désignées par Andrés Manuel López Obrador, ce qui a été reconnu par la partie nord-américaine comme par le président sortant Peña Nieto. Au point même que le traité porte un nom qui est celui que souhaitait le Mexique, le TMEC, donc traité Mexique, États-Unis, Canada. Il y a eu un référendum qui a été organisé pour savoir comment il fallait l'appeler au Mexique, en vue de ne pas adopter donc la terminologie qui était proposée par la partie nord-américaine. Deuxième point positif, une vingtaine de jours après la signature du traité PDI avec les pays d'Amérique centrale, les États-Unis ont été manifestement convaincus par l'argumentation d'Andrés Manuel López Obrador que pour arrêter les flux de migrants, il ne suffisait pas de construire un mur, mais que peut-être il fallait les aider à construire une économie plus équitable, plus solide et plus durable. Et donc les États-Unis ont décidé de s'associer au plan de développement intégral et ont annoncé une participation de 5,8 milliards de dollars pour les pays d'Amérique centrale et 2 milliards pour le sud du Mexique, puisque c'est un autre élément intéressant, intérieur, où on voit l'intérieur et l'extérieur s'articuler. Andrés Manuel López Obrador a décidé de créer un pôle de développement dans le sud du Mexique, non seulement parce que le sud du Mexique est le Mexique un peu oublié, sous-développé par rapport au nord du pays, mais parce qu'il doit absorber un certain nombre de migrants venus d'Amérique centrale. Donc vous avez peut-être entendu parler du train Maya, ce train qui doit relier le Pacifique à l'Atlantique. Il y a des projets de reforestation, il y a quantité de construction d'une raffinerie de pétrole, il y a énormément de projets qui concernent le sud du Mexique, et donc les États-Unis ont décidé, là aussi, ont été convaincus de participer à cet effort. Alors un petit rappel pour montrer la portée de ce changement. Quelle était la situation. J'oubliais aussi un point, dans le multilatéralisme, le règlement des conflits, donc s'est posé très rapidement au Mexique le problème, et à Andrés Manuel López Obrador, que faire pour régler la crise vénézuélienne. Ça s'est posé dès le 1er décembre, dès le moment de la prise de fonction du président Andrés Manuel López Obrador. Est-ce qu'il fallait inviter le gouvernement vénézuélien ou non? Donc la ligne d'Andrés Manuel López Obrador, c'est une ligne traditionnelle au Mexique. Il a dit, moi je n'invite pas des gouvernements, j'invite des États, donc je n'ai pas à reconnaître ou à dévaloriser, délégitimer quelque gouvernement que ce soit. Tous les gouvernements sont invités avec lesquels le Mexique a des relations diplomatiques, donc le Venezuela sera invité. Et effectivement,
le président Maduro est venu participer à cette cérémonie. En sens inverse, qu'en mois de janvier, le président Maduro a repris ses fonctions compte tenu du résultat des élections du 20 mai au Venezuela l'année précédente, le Mexique a été représenté, pas à un niveau élevé, mais le Mexique, Andrés Manuel López Obrador a tenu à ce que le Mexique soit représenté pour les mêmes raisons. Il y a des relations diplomatiques, et il n'y a aucune raison de ne pas assister à cette cérémonie. Ultérieurement, donc le mois suivant, il s'est produit un certain nombre d'événements concernant le Venezuela, donc l'autoproclamation dans la rue d'un président le 23 janvier, les pays, une majorité de pays d'Amérique latine, surtout d'Amérique du Sud, qui a décidé de rompre avec le gouvernement Maduro et reconnaître le gouvernement Guaido, le gouvernement autoproclamé, donc appui des États-Unis à ce gouvernement, suivisme de l'Union européenne. À ce moment-là, le Mexique et l'Uruguay ont décidé de prendre une initiative qu'on appelle le mécanisme de Montevideo. Une réunion a été organisée à Montevideo. Les pays du CARICOM se sont joints, donc des Antilles, de la Caraïbe, se sont joints à cette proposition entre le Mexique et l'Uruguay qui vise non pas à donner des bons points au gouvernement de Nicolás Maduro, mais à considérer que si problème il y avait, et il y a problème, il ne pouvait pas être réglé par des solutions de force, des sanctions, des stratégies visant à forcer un changement de régime par l'extérieur, par une pression extérieure. Donc c'est un point qui est extrêmement sensible à la fois pour le Mexique, qui en a beaucoup souffert dans son histoire, on y reviendra un peu plus tard, mais aussi pour l'Uruguay. C'est moins connu, mais l'Uruguay s'est séparé de la vice-royauté de La Plata au moment des indépendances, donc s'est séparé de Buenos Aires. Il a été immédiatement occupé par le Brésil, dont il est devenu pendant une dizaine d'années une province. Donc l'Uruguay a toujours été très sensible à la nécessité de préserver les souverainetés. Donc ce n'est pas un hasard si on retrouve ces deux pays aux antipodes l'un de l'autre, l'un en Amérique du Nord et l'autre au sud de l'Amérique du Sud, sur ce projet. Donc défense du multilatéralisme. Et là, donc, je vais rappeler quand même un certain nombre de points qui marquent bien la différence. Donc en ce qui concerne par exemple, le traitement par le gouvernement antérieur, donc d'Enrique Peña Nieto, le gouvernement du PRI de l'Amérique centrale, donc les migrants étaient assez mal reçus, laissés dans les mains d'un certain nombre de mafias. Donc on découvre encore dans ces derniers jours des fosses communes où il y a un certain nombre de corps de réfugiés, déplacés centra-américains qui ont été soumis à des chantages. Il y a des mafias qui sont spécialisées dans l'enlèvement d'un certain nombre de ces réfugiés, qui leur demandent de payer une rançon, et lorsqu'ils ne peuvent pas payer, ils sont assassinés. Donc le gouvernement mexicain a laissé faire. Le gouvernement mexicain, à l'époque de Peña Nieto, s'est totalement désintéressé du 20e anniversaire des accords de paix au Salvador, qui est assez curieux, puisque ces accords de paix, à l'époque, avaient été signés au Mexique. Le Mexique s'était beaucoup investi, donc là, zéro. En ce qui concerne le multilatéralisme, le respect des souverainetés, le Mexique de Peña Nieto appliquait ce qu'on a appelé la doctrine Castañeda. Monsieur Jorge Castañeda a été le secrétaire en relations extérieures du premier président d'alternance, donc de droite, du PAN, et il avait rompu avec cette tradition mexicaine qui était de respecter les souverainetés, et il avait engagé le Mexique sur la voie finalement d'un suivisme à l'égard des États-Unis en prenant comme plateforme permettant cette rupture la question des droits de l'homme. Et donc pour la première fois dans son histoire, en 2002, le Mexique, à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies de Genève, avait voté
la résolution proposée par les États-Unis condamnant le non-respect des droits de l'homme à Cuba. Donc sur le Venezuela, lorsque le problème s'est posé, c'est cette doctrine-là qui a été appliquée. Donc le gouvernement mexicain d'Enrique Peña Nieto s'est associé aux pays conservateurs, donc la majorité de pays conservateurs élus ou non élus dans le cas du Brésil, qui avaient décidé de constituer le 8 août 2017 ce qu'on appelait le groupe de Lima, qui est un groupe constitué par 12 pays d'Amérique latine, plus le Canada, représentant les États-Unis, puisque Donald Trump, qui ne veut pas se lier les mains, même avec ses amis, avait refusé de participer au groupe de Lima, et c'est le Canada qui représente la position des États-Unis dans ce groupe. Donc la stratégie, c'était de rompre de condamner le Venezuela, de rompre. Donc il y a eu une réduction des relations diplomatiques du Mexique avec le Venezuela qui a été prise le 24 mai 2018, comme par tous les pays du groupe de Lima. Et le Mexique s'est associé à toutes les condamnations au sein de l'organisation des États américains. Il y avait eu également un autre élément de rupture dans la tradition mexicaine. En septembre 2014, l'annonce d'une participation du Mexique aux opérations de paix des Nations Unies. Donc, traditionnellement, le Mexique, pour des raisons de refus de l'ingérence en ce qui le concerne, le refus de s'ingérer dans les affaires des autres, et donc le Mexique traditionnellement refusait de participer aux opérations de paix des Nations Unies. En ce qui concerne les États-Unis, avec Donald Trump et Enrique Peña Nieto, il s'était passé quelque chose d'extrêmement déstabilisant pour la diplomatie mexicaine. Donc traditionnellement, la diplomatie mexicaine était très liée aux États-Unis. Le président Peña Nieto a été formé aux États-Unis, il parle très bien anglais. Bon, faut se rappeler par exemple que à l'époque du président Bush, Bush et Fox, qui était le premier président du PAN, s'étaient rencontrés dans le nord du Mexique et on avait parlé d'un sommet des bottes. Le Texas et le nord du Mexique ayant la même pratique vestimentaire, les chapeaux, des bottes, etc. Donc, il y avait une espèce de symbiose culturelle et qui a complètement déstabilisé la diplomatie mexicaine qui s'est forcée qui a été forcé de rentrer dans un jeu de réponses tout à fait inattendues, de réponses aux critiques à Donald Trump. Hein. Donald Trump, par exemple, Peña Nieto avait annoncé qu'il souhaitait rencontrer Donald Trump dès son élection. Un rendez-vous avait été pris au dernier moment. Bon, coup de téléphone, Trump va te faire voir. Enfin, c'est à peine, je pourrais mettre des guillemets, c'était le type de propos tenu par Donald Trump à Peña Nieto. Donc les Mexicains ne savaient plus très bien quoi faire. Au moment où il y a eu cette crise entre la Corée du Nord et les États-Unis, où les États-Unis ont envoyé des bateaux au large de la Corée, tout le monde se demandait s'il n'allait pas y avoir un incident nucléaire. Le Mexique a décidé de renvoyer l'ambassadeur de la République démocratique de Corée le 7 septembre 2017. Donc il y a eu beaucoup de gestes qui ont été faits en direction du Mexique, des États-Unis, de la part des Mexicains, mais bon, sans que Donald Trump, comme c'est la règle en ce qui le concerne, ne considère que ces gestes étaient de nature à changer ses exigences qui portaient sur le fait que, comme il le disait à Peña Nieto, si tu veux venir à Washington me rencontrer, paye le mur. Donc c'était le genre de dialogue qu'il y avait avec les deux présidents.
Il y a eu une interview d'ailleurs de Luis Videgaray, assez amusante, le 12 avril 2018, dans laquelle il disait « Écoutez, vous me posez une question sur Donald Trump, mais je n'ai pas trouvé le manuel permettant de répondre à votre question. » Et donc, manifestement, il y avait une incertitude totale. Videgaray qui avait convaincu Peña Nieto de rencontrer Trump. Pendant la campagne électorale, quand Trump était en campagne, il l'avait invité, ce qui avait fait, bon... Et Trump, évidemment, n'a pas renvoyé l'ascenseur à aucun moment. Tout ça a été théorisé, curieusement, avant les élections. Il y a eu un exercice de remue-ménage au secrétariat aux relations extérieures mexicain, qui a publié un document qui s'appelle le Mexique global, dans laquelle, c'est là qu'on retrouve la phrase de la secrétaire aux relations extérieures que je vous ai signalée tout à l'heure, les principes, pardon, il me reste combien? Dans lequel, donc je suis très loin d'avoir terminé, mais on répondra pendant les questions, dans lesquelles elle répondait que bon, il y a les principes, mais il faut laisser une marge d'ouverture. Et donc dans cet ouvrage, ce document de synthèse sur le Mexique global, on rappelait les principes, mais on disait que finalement, le Mexique doit aller vers un langage, c'était difficile à comprendre, a priori un langage diplomatique bilingue. Donc il devait être souverain, mais ouvert sur le néolibéralisme, sur bon. Et donc ce document théorisait ce moment particulier du Mexique en politique intérieure comme en politique extérieure. Donc de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a effectivement une rupture, mais je n'ai pas le temps d'aller plus loin. Pour passer à un deuxième point dans lequel je voulais essayer de développer le fait qu'il y a des permanences, malgré tout, dans la diplomatie actuelle d'Andrés Manuel López Obrador, qui sont dues au fait que le Mexique a des priorités dû à la géographie. Il y a la proximité des États-Unis, la première puissance économique, commerciale, militaire du monde, et puis il y a l'Amérique centrale également, avec le flux de réfugiés, la nécessité de stabiliser l'Amérique centrale, la nécessité d'avoir malgré tout, que les gouvernements soient de droite ou de gauche, s'appuyer sur le multilatéralisme, parce que face aux États-Unis, effectivement, il faut avoir des alliés, il faut avoir participé à des réseaux de relations internationales. Donc c'était sur ces points-là que je ne vais pas avoir le temps de détailler, mais sur lesquels on pourra revenir éventuellement pour répondre à vos questions. On va laisser la parole à la salle, donc on laisse les questions. Vous présentez auparavant, vous choisissez ou pas la personne qui pourra répondre à vos questions. On prend plusieurs questions et on fera au fur et à mesure. Moi j'en ai une du coup. Je m'appelle Adrien Maury, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis directeur général des ambassadeurs de la jeunesse. Et ma question c'est pourquoi, et elle s'adresse plutôt à vous, Monsieur Kouriansky, pourquoi le Mexique finalement à l'heure actuelle et à partir de 2018 est finalement à contre-pied au niveau régional, au niveau des élections? Pourquoi ce contre-pied? Et finalement, le contre-pied électoral constitue peut-être même à lui seul, même si ce n'est pas vraiment ça, une différenciation en termes de politique étrangère entre le Mexique et la plupart des autres États qui eux basculent plutôt vers des partis et des orientations de droite. Bon, là, la question s'adresse à tous les deux. C'est une question de politique intérieure. Oui, politique intérieure, mais aussi régionale. Moi, j'ai toujours été sceptique sur les cycles, les cycles globaux, des espèces de cycles globaux en Europe ou en Europe du Sud, en Amérique latine. C'est vrai que ça simplifie les choses pour les présentations journalistiques, mais il vaut mieux analyser les choses en regardant les situations dans chaque pays. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des basculements dans plusieurs pays d'Amérique latine
mais qui faisait suite à des basculements antérieurs qui avaient été également simultanés. Donc, tous les gouvernements néolibéraux post-dictature dans l'Amérique du Sud avaient été plus sanctionnés parce qu'ils n'avaient pas répondu à l'attente des électeurs. Et donc, il y avait eu une opposition qui était une opposition de gauche. Donc le Mexique s'était trouvé à l'écart pour les raisons qui ont été exposées. Hein. Jusqu'en 2000, de 1929 à 2000, ça a été le même parti. Et ensuite, il y a eu des partis de droite. Et le retour au prix. Donc l'alternance s'est trouvée décalée. Donc on a une alternance. Donc il faut regarder les situations de chacun des pays et ne pas essayer de trouver des sortes de cohérence qui serait transfrontalière, qui n'aurait pas vraiment de sens, parce que le calendrier, même si il y a des moments économiques globaux qui pèsent sur les pays, les équipes en place ne sont pas forcément les mêmes. Et donc quand les électeurs sont mécontents, ils sanctionnent celui qui est en place. Il se trouve qu'en Amérique du Sud, c'était plutôt des partis de gauche qui étaient en place. Je mets le Brésil à part, puisqu'en 2016, il y a eu un coup d'État parlementaire, il n'y a pas eu d'alternance électorale. Mais mettons ce cas particulier à part, effectivement, Chili, Pérou, bon, la Colombie, c'est aussi un cas particulier, mais Argentine, tous ces pays-là ont connu des basculements parce qu'il y avait des gouvernements plutôt à gauche, donc ont été remplacés par des gouvernements de droite. Le Mexique avait un rythme politique et électoral qui était différent. Donc, moi, je préfère éviter de parler de cycle en matière électorale. Hein. En matière économique, c'est autre chose. Oui, bonjour, moi je m'appelle Michel Tamil, moi j'ai la nationalité canadienne aussi. Donc la question c'est économique au niveau de l'accord nord-américain au niveau des libre-échanges. Donc j'aimerais savoir votre point de vue économiquement, est-ce que le Mexique est gagnant ou perdant de cet accord-là? Parce que vu du Canada et des États-Unis, on a le sentiment que voilà, économiquement, tout se déplace vers le sud, donc c'est pour ça que M. Trump essaye de changer les choses. Je veux savoir votre point de vue au niveau économique pour le Mexique. On continue et après on repasse là-dessus, il n'y a pas vraiment de cohérence avec la première question. En fait, moi aussi je me méfie de cette histoire des cycles, mais si le Mexique a, disons, raté une vague rose ou rouge avant, c'est à cause de la fraude. Parce que Oui, clairement. pour nous, on aurait dû arriver depuis au moins 88 ou 2006. Donc c'est plus des situations internes qui ont fait en sorte qu'on ne soit pas dans le même bateau. Et effectivement, comme disait Jean-Jacques, en 2006, Andrés Manuel déjà, il disait les politiques néolibérales vont nous mener droit dans le mur. Et la droite et le PRI répondaient c'est vous êtes en danger pour le Mexique. 2012, même histoire. Donc, au fil du temps, les gens se sont dit, bon, danger pour le Mexique, d'accord, mais finalement, la situation où on est, parce qu'on a touché fond, on a touché fond, enfin, j'espère, en question de niveau des inégalités, des violences, etc. Donc, les gens se sont dit, bon, ça va. On a bien gobé l'histoire deux fois, là on ne va pas le faire une troisième fois. Donc je pense qu'à un moment donné, les gens ont dépassé aussi un certain seuil de la peur. On peut revenir sur ça si vous voulez sur une autre question, mais la peur du changement, la peur de voter pour quelque chose qu'on ne connaissait pas finalement. C'était ça la question.
en ce qui concerne l'accord de libre-échange, la position d'Andrés Manuel et de Morena a évolué un petit peu. C'est vrai qu'en 2006, on dénonçait complètement l'accord de libre-échange et on estime encore que ça n'a pas été vraiment très bien pour le Mexique. Il y a eu des choses intéressantes, on peut pas le nier, mais grosso modo, ça nous a brisé. Avant l'accord de libre-échange, avant l'ALENA, le Mexique, pays d'origine du maïs, était l'un des principaux producteurs. Aujourd'hui, on importe du maïs des États-Unis. Le Mexique, pays producteur de pétrole, importe plus de 40% de l'essence. Et on commence à importer du pétrole, ce qui est vraiment le comble. Donc, ce genre de situation très liée à l'accord de libre-échange à l'ALENA. Donc là, comme disait Jean-Jacques, les négociations du TEMEC ont démarré avant la prise de pouvoir d'Andrés Manuel. Mais il a réussi quand même à faire entrer et à faire en sorte que son point de vue soit au moins entendu. Et il y a une chose importante là, c'est que même si le gros de la négociation a été mené par l'équipe de Peña Nieto, l'équipe d'Andrés Manuel a réussi à faire en sorte que toute la partie énergétique ne soit pas touchée. Ça a été exclu du TEMEC. Donc au moins on a réussi à sauver ça. Mais bon, tout le monde a peur parce qu'on sait parfaitement que l'équilibre, les rapports entre les trois pays sont complètement inégaux. Le Mexique vis-à-vis des États-Unis et du Canada, on est forcément en position de faiblesse. Hein. C'est pas pour rien que, et c'est historique ça en plus, c'est pas pour rien que un ancien dictateur mexicain disait pauvre Mexique, si loin de Dieu et si près des États-Unis. Ouais, je voulais faire aussi un commentaire sur le TEMEC. Bon, c'est pas une façon de ne pas répondre à votre question, je dirais que c'est derrière. Le bilan, c'est on peut le faire d'un point de vue historique, mais ça c'est comme les Anglais, le Brexit. Hein, c'est une fois que les choses sont engagées, qu'il y a des complémentarités entre les différentes économies, il est difficile de défaire ce qui a été fait. Alors ça marche d'ailleurs dans les deux sens. Je voyais quand la dernière vague de migrants d'Amérique centrale qui s'approche des États-Unis, Trump a menacé de fermer la frontière. Mais beaucoup de gens l'ont fait remarquer que c'est pas possible. Il y a tellement de complémentarité industrielle entre les deux pays que fermer la frontière n'aurait plus de sens. Enfin, les États-Unis en souffriraient peut-être autant, davantage que le Mexique. Alors bon, si on veut analyser effectivement, l'agriculture mexicaine a été laminée, ce qui a provoqué des flux de migrants vers les États-Unis, donc ça a été un effet pervers de l'accord. Alors effet, je ne sais pas si positif ou non, il y a eu une diversification, et notamment industrielle, très forte au Mexique, donc qui maintenant qui a attiré des investisseurs, y compris européens. Hein, les portes des Airbus sont fabriquées à Querétaro, par exemple. Il y a eu un gros investissement aussi d'Eurocopter, enfin Airbus hélicoptère à Querétaro, mais c'est vrai pour les Coréens, les Japonais, etc. Bon. L'énergie ne représente plus que 7% dans les revenus de l'État mexicain, alors que ça en représentait 50% dans les années 90. Donc il y a eu une forte diversification. Alors, paradoxalement, donc, le PIB a été multiplié par 10, mais la croissance a été relativement faible d'une année sur l'autre. Donc là, il y a un effet assez difficile à comprendre. Et le niveau de vie des Mexicains, on ne peut pas dire qu'il se soit nettement amélioré. Je regardais par exemple une statistique hier sur les congés payés
des personnes ayant un travail sous contrat dans toute l'Amérique latine. Le Mexique est le dernier dans la classification, avec 6 jours de congés payés par an. C'est 30 jours pour le Brésil, par exemple, et 20 jours pour l'Uruguay. Donc on ne peut pas dire que l'ALENA ait eu un effet positif, qu'il y a eu un ruissellement, pour reprendre une terminologie à la mode, un ruissellement des profits réalisés par les nouveaux investisseurs sur l'ensemble de la population mexicaine. Donc là, il y a un vrai problème. Il l'a dit d'ailleurs dans ses voyages aux États-Unis, il y a un paradoxe, puisque beaucoup de Mexicains ont été obligés soit de chercher une sortie dans la délinquance, soit de la chercher dans l'immigration, soit dans le travail informel. Alors que la structure économique du Mexique aujourd'hui n'est plus celle qu'elle avait qu'elle était en 1990. Cela dit, revenir en arrière, personne ne pense que ça soit possible. C'est la raison pour laquelle il y a eu ces ajustements, cette participation aux négociations, et puis cette espèce de donnant-donnant dans lequel essaie de rentrer, de faire entrer Donald Trump dans la relation bilatérale entre les deux pays. Si je peux me permettre sur cette Oui. question, je pense que ça montre quand même un peu les possibilités réelles pour le gouvernement des López Obrador. Effectivement, il était contre. D'ailleurs, l'un de ses plus proches collaboratrices, Berta Luján, c'était déjà dans les années 90, elle était militante à fond contre les traités. Et maintenant, c'est une des principales dirigeantes des Morena. Et la position, elle change. Mais ce qu'on voit, c'est, à mon avis, bon, déjà, quand les négociations ont commencé, la renégociation a commencé, on a mis la pression pour que ça se fasse vite, parce que c'était donc aussi le Peña Nieto, et tout le monde avait peur, enfin, du côté des grandes entreprises et du côté des États-Unis, enfin, un peu, mais surtout de la part des grandes entreprises, peur de que si un leur arrivait au pouvoir, qu'il allait tout foutre en l'air. C'était faux, mais c'était comme ça. Donc ils sont dépêchés, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Quand ils ont vu comment c'est, en plus il a gagné, et donc, à mon avis, sur cette question-là du traité, donc ils ont co-participé aux négociations, et à mon avis, ils ont participé sur d'autres choses, y compris le changement d'attitude de Peña Nieto envers la migration. Je pense qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire que Peña Nieto, il était correct de ce côté-là. Et voilà, bon, enfin tout ça pour dire que, en fait, quand on regarde ce qui est signé, on voit qu'effectivement, López Obrador et son équipe ont réussi à enlever le côté énergie, donc pétrole et électricité en plus, du traité, parce qu'au départ, Trump, il voulait une sorte de pacte énergétique où en fait il allait prendre tout. Et en partant de ce qui était signé pendant la négociation du traité transpacifique. C'était ça la base. Il est sorti, lui, du traité, enfin les États-Unis sont sortis du traité transpacifique, mais ont voulu adopter, mettre ça dans le traité. Et ok, bon, ils se sont pas, López Obrador n'a pas accepté, mais il a dû lâcher sur un tas d'autres choses. D'ailleurs, il a dit lui-même, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout avoir. C'est comme ça, on a entendu qu'il a donné à la presse mexicaine, on ne peut pas tout avoir. Ça veut dire que sur la question de l'agriculture, alors qu'il y avait des grands mouvements paysans, des agriculteurs en général, pour prévoir le côté agricole du traité, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, le Mexique va continuer à importer maïs, blé, enfin tous les grands ports. Et donc, il y a une dépendance réelle vis-à-vis des États-Unis par rapport à ça. Et sur la question de l'aluminium, de l'acier, tarif douanière très forte, 25% sur l'acier, 10% sur l'aluminium.
Alors que c'est injuste. Pourquoi? Parce que les États-Unis imposent ça, alors que sans traité, normalement, ça devrait pas avoir cette Trump. Et ce que je trouve encore plus, que ça montre aussi l'agressivité de Trump, c'est Trump ne voulait plus des tribunaux, des règlements des flux. Il a quand même imposé qu'il y ait des tribunaux, donc ça veut dire qu'une entreprise qui est mécontente parce que la politique du gouvernement mexicain est aussi comme ça, il peut amener le Mexique dans ce tribunal. Et donc, imposer des sanctions contre le gouvernement. Il a mis ça dans les chapitres énergie, télécommunications, transport, infrastructure, là où il y a des investissements forts des États-Unis. Et en plus, dans le pétrole, parce que c'est très important, parce que López Obrador, il maintient les contrats déjà signés. Il y a beaucoup de contrats avec les États-Unis. Et par contre, là où les Mexicains investissent aux États-Unis, aux services financiers, audiovisuels, avec les nouvelles, tout ça, là, ça ne compte pas. Bon, il y a des choses comme ça quand même, c'est-à-dire que dans la négociation, López Obrador a dû lâcher, et comme son truc c'est pas de confrontation avec les États-Unis, il laisse aller. Et pour finir sur cette question-là, je ne rentre pas sur le traité, mais en général, sur la relation avec les États-Unis. Ah oui, j'oublie l'automobile. Quand il y a plusieurs choses, mais surtout, Trump a imposé que maintenant 45% de la production de l'automobile soit fait dans des zones avec des salaires de plus de $16. Par contre, monsieur, vous pouvez juste arranger qu'on a après plus de questions. Oui, bon, je vais finir. Et donc, ça veut dire quoi? Que Trump, il réussit à délocaliser des productions de l'automobile qui se produisent au Mexique. Donc, l'avantage comparatif du Mexique, donc, c'est tout ça pour dire qu'on voit quand même jusqu'où López Obrador peut aujourd'hui aller, mais il n'est pas dans une attitude, il va vouloir tout casser. Il ne cherche pas la confrontation, il est allé là où il veut aller. Merci. Une question? Oui, est-ce que vous pouvez présenter? Oui, bonjour. Je suis Madame Kim, je suis fondatrice d'une ONG qui s'appelle ONG Budachild et vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme et de la démocratie pour l'Asie au Cambodge. Ma question est la suivante. Donc, le Mexique a connu beaucoup de transformations politiques, etc. Quelle serait donc la politique de notre nouveau président concernant les inégalités de richesse, notamment une inégalité entre les États du Nord et les États du Sud, et face à l'économie avec la Chine et l'Inde? Oui, la question des inégalités a été un des axes principaux pendant la campagne politique. Et quasiment la première chose qu'il a fait en arrivant au pouvoir, c'est une augmentation du salaire minimum. Une augmentation généralisée dans le pays et une augmentation au double dans la zone frontalière avec les États-Unis, dans l'idée de dynamiser cette zone-là. Et la mise en œuvre, en plus des lois de protection sociale, par exemple, vis-à-vis des personnes qui font du travail domestique, qui c'est majoritairement des femmes. Donc l'idée, c'est en plus d'essayer vraiment que toutes les entreprises qui s'arrangent pour ne pas payer des impôts payent les impôts qui doivent à l'État mexicain pour pouvoir réduire les inégalités. Il y a, comme Jean-Jacques aussi l'avait dit, il y a une dynamique en plus un certain nombre de projets pour faire en sorte qu'il y ait une réduction de l'inégalité entre le Nord et le Sud. Le Sud, notamment les États du Chiapas et du Oaxaca et Tabasco étaient des pays, des régions oubliées
alors que c'est des zones très riches en produits, en ressources naturelles. C'était des zones oubliées d'une certaine industrialisation qui avait bénéficié uniquement le centre et le nord du pays. Donc, concernant les rapports avec l'Inde et la Chine, l'un des premiers dirigeants étrangers qui ont été reçus dans le pays, c'était justement les Chinois. Il y a énormément d'investissements chinois et aussi indiens dans le pays. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi dans la vague de migrants, je ne sais pas si tu as entendu ça dernièrement, il y a de plus en plus de migrants aussi asiatiques et indiens aussi. Comment c'est perçu? Bon, c'est une situation compliquée. La position du pays, et ça, là c'est intéressant parce que López Obrador a refusé l'argent des États-Unis c'est un argent qui était prévu pour que le Mexique devienne une sorte de zone de blocage des migrants avant l'arrivée à la frontière. Donc ils ont refusé cet argent, mais ils ont dit on va recevoir quand même les personnes pour des raisons humanitaires. Donc c'est dans tout ce jeu, je pense, dans le discours. En même temps, c'est vrai qu'on commence à être dépassé parce qu'il y a énormément de gens qui arrivent, pas uniquement d'Amérique centrale, il y a aussi des Haïtiens, des Africains, des Chinois et même des Indiens, et qui sont effectivement bloqués surtout à la frontière nord. Et il commence à y avoir des situations difficiles vis-à-vis de la population. Mais la position du gouvernement mexicain, en tout cas, c'est on va tout faire pour qu'ils soient accueillis dans des conditions de dignité et de respect des droits de l'homme. Non, sur le déséquilibre nord-sud, donc on a évoqué tout à l'heure, donc c'est un vrai problème de développement inégal à l'intérieur du Mexique. Et donc il y a une priorité qui a été annoncée par Andrés Manuel López Obrador, mais qui est aussi une priorité pour répondre au problème de la pression migratoire venue d'Amérique centrale. Donc il y a une mesure qui a été prise il y a quelques jours, celle de donner une sorte de carte de circulation permanente dans le sud du Mexique aux ressortissants des 3 pays du triangle du Nord, donc le Honduras, le Salvador et le Guatemala, en vue de favoriser leur fixation finalement sur les nouveaux projets de développement qui ont été annoncés par le président Andrés Manuel López Obrador. Bon, à partir de là, évidemment, se posera un problème de calendrier, de convergence entre les urgences, les flux et la réponse que sera en mesure de donner le gouvernement, qui dépend en partie de ses capacités financières. Donc il y a un gros effort qui a été demandé à la haute fonction publique, qui le vit très mal. Il y a des éléments de résistance. Donc pour résumer, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit « je me baisse l'indemnité présidentielle de 66%. Et comme dans la Constitution, il est précisé qu'aucun fonctionnaire ne peut gagner plus que le président, ça veut dire qu'il y a, presque j'ai vu dans la presse, 5000 hauts fonctionnaires qui vont être obligés d'accepter d'avoir des salaires plus modestes. Moins d'argent, oui. Ils le vivent assez mal, notamment ceux de la justice. Il y a même eu des diplomates qui ont demandé leur mise à la retraite avant le 1er décembre pour profiter d'une retraite avec leur salaire avant diminution. Donc je veux dire, la marge de manœuvre en raison de ce type de résistance est assez grande. Alors, il a également, par exemple, pour avoir dégagé une autre masse de manœuvre budgétaire, suspendu les travaux pharaoniques qu'avait engagé Peña Nieto pour construire le plus grand aéroport du continent américain. Les travaux ont été suspendus parce qu'ils étaient pharaoniques, ça allait coûter beaucoup d'argent
à l'État, et parce que manifestement il y avait eu beaucoup de corruption dans les contrats signés, et que pour démêler tout ça, c'était trop compliqué. Donc il a préféré payer des compensations aux entreprises qui avaient perdu donc, les contrats qu'elles avaient signés pour construire cet aéroport. Il leur a proposé, il y a deux autres aéroports autour de Mexico qui vont être agrandis, et donc ces entreprises vont avoir des compensations. Mais tout ça, ça fait... ça ralentit, je dirais, la mobilisation, sans parler aussi de la volonté de Manuel López Obrador de récupérer, de rendre une dynamique à la société pétrolière en révisant tous les contrats qui ont été signés au plus haut sommet de l'entreprise avec des fournisseurs, en coupant les oléoducs pour vérifier leur état, puisqu'il y a des pontages multiples donc qui enlèvent d'énormes capacités à la société pétrolière. Donc la population a compris, elle a passé plusieurs jours sans essence, mais le président a expliqué, hein, moi je n'ai pas d'autre moyen, il faut que je fasse vérifier la totalité. Donc il semblerait, d'après ce que j'ai vu dans la presse, qu'effectivement les déperditions de pétrole sont moindres aujourd'hui, mais qu'en revanche il y a de plus en plus de pontages sauvages. Donc là aussi c'est une bataille qu'il a engagée avec des groupes qu'on appelle dans le jargon mexicain les huachicoleros, avec des groupes délinquants qui sont organisés, qui ont des relations et des réseaux dans l'entreprise pétrolière, mais aussi qui ont des appuis politiques au niveau local ou à un niveau plus élevé. Donc il va y avoir une course de vitesse entre la possibilité pour Andrés Manuel López Obrador de mobiliser des moyens financiers pour essayer de répondre à l'urgence humanitaire, notamment des réfugiés venant d'Amérique centrale, et à la nécessité d'avoir des plans de développement cohérents dans le sud du Mexique. Merci beaucoup, merci à tous pour votre participation, merci à nos deux intervenants et à toutes ces analyses. Donc, pour revenir sur la présentation des ambassadeurs de la jeunesse, c'est une association qui a 3 ans, donc elle a été fondée en 2016 par Alexandre Negrus, qui est dans les locaux quelque part. Donc voilà, le bureau est composé de commissions thématiques, donc par exemple la commission justice, droits de l'homme, culture, on en a une dizaine, et ensuite on a les délégations régionales. Donc aujourd'hui c'est un événement organisé par la délégation Amérique latine. On a aussi les délégations Europe, Afrique, Asie, Océanie. On a aussi dans nos structures un centre de recherche et un centre de formation. Donc voilà pour... Je peux poser une question? Oui, bien sûr. Les étudiants qui sont ici présents viennent de quelles universités? Est-ce que c'est monoculture ou est-ce que ça vient de divers horizons? C'est vraiment très diversifié parce que du coup on a communiqué sur pas mal de plateformes, ça a été assez relayé. Donc on a des étudiants de l'IDERI, des universitaires et ensuite de l'Institut des études d'Amérique latine. Et voilà, donc c'est vraiment très varié, c'est pas seulement étudiants, malgré le fait que ça s'appelle les ambassadeurs de la jeunesse, c'est vraiment, ça vise l'objectif d'inclure toute la société civile dans les relations internationales. Donc voilà, on reste ouvert, donc n'hésitez pas, après si vous avez d'autres questions, on va refaire d'autres événements donc sur d'autres pays, on va suivre l'actualité du Mexique aussi, on va faire un compte rendu de cette réunion qui sera ensuite publié avec la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous et merci à tous pour votre participation.